Bonjour messieurs, dames, je suis un peu ému parce que ça fait 5 ans au moins, depuis ma retraite, que je n'ai plus fait conférence. J'avais pensé tourner la page, et puis finalement j'ai été relancé. Donc merci d'être venu ici pour écouter un sujet, bon, je ne sais pas s'il est vraiment d'actualité encore, sur les Lumières, sur l'esprit critique en France au XVIIIe siècle. Vous avez devant vous la page de titre du premier volume de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui est apparu donc en 1751. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc nous sommes avec l'encyclopédie, avec le début de l'encyclopédie, nous sommes au milieu du XVIIIe siècle. Et la publication de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Cette publication donc semble consacrer le triomphe d'un mouvement intellectuel apparu au grand jour quelques années plus tôt, mais dont les racines se prolongent dans les dernières décennies du siècle précédent. 8 ans plus tard, en 1759, l'encyclopédie est supprimée par le gouvernement, puis condamnée par le Parlement de Paris et mise à l'index par le pape Clément XIII. Les philosophes, comme on les appelle, sont réduits au silence. C'est alors que d'Alembert, l'un des co-directeurs de l'encyclopédie interdite, publie en 1759 un ouvrage intitulé « Essai sur les éléments de philosophie ». Vous avez le titre de l'ouvrage de d'Alembert, en bas de la citation « Essai sur les éléments de philosophie », dans lequel le premier chapitre, intitulé « Tableau de l'esprit humain au milieu du XVIIIe siècle » est consacré à ce qui fait, selon l'auteur, l'originalité de son époque. D'Alembert, donc, a parfaitement conscience de vivre non seulement dans une époque particulière, mais aussi d'être arrivé à un moment crucial de son siècle. En regardant en arrière, d'Alembert constate alors que depuis la fin du Moyen-Âge, c'est au milieu de chaque siècle que se produisent les changements les plus significatifs. Donc nous allons lire le texte ensemble. Il semble que depuis environ 300 ans, la nature est destinée le milieu de chaque siècle à être l'époque d'une révolution dans l'esprit humain. La prise de Constantinople au milieu du XVe siècle a fait renaître les lettres en Occident. Le milieu du XVIe a vu changer rapidement la religion et le système d'une grande partie de l'Europe. Les nouveaux dogmes des réformateurs, soutenus d'une part et combattus de l'autre, avec cette chaleur que les intérêts de Dieu, bien ou mal entendus, peuvent seuls inspirer aux hommes, ont également forcé leurs partisans et leurs adversaires à s'instruire. L'émulation animée par ce grand motif a multiplié les connaissances en tout genre. Et la lumière, voilà donc notre mot qui apparaît ici au singulier. Donc, et la lumière, née du sein de l'erreur et du trouble, s'est répandue sur les objets mêmes qui paraissaient les plus étrangers à ces disputes. Enfin, Descartes, au milieu du XVIIe siècle, a fondé une nouvelle philosophie, persécutée d'abord avec fureur, embrassée ensuite avec superstition, et réduite aujourd'hui à ce qu'elle contient d'utile et de vrai. Donc, selon d'Alembert, chaque milieu de siècle, depuis 300 ans, est marqué par ce qu'il appelle une révolution dans l'esprit humain, c'est-à-dire une mutation intellectuelle provoquée par une accumulation de nouvelles connaissances. La Renaissance, en Italie, a reçu un deuxième souffle grâce à l'arrivée de savants byzantins après la prise de Constantinople par les Turcs. La réforme luthérienne a surtout été portée par les humanistes du XVIe siècle.
Et enfin, le rationalisme classique doit beaucoup aux découvertes scientifiques de Descartes et de ses prédécesseurs. Depuis 300 ans, écrit d'Alembert en substance, nous assistons à un renouvellement complet des arts, de la religion et de la philosophie. Et c'est sur cette dernière que d'Alembert va braquer son projecteur maintenant. Donc je continue ma lecture. Si on examine sans prévention l'état actuel de nos connaissances, on ne peut disconvenir des progrès de la philosophie parmi nous. La science de la nature acquiert de jour en jour de nouvelles richesses. La géométrie, en reculant ses limites, a porté son flambeau dans les parties de la physique qui se trouvaient le plus près d'elle. Le vrai système du monde a été connu, développé et perfectionné. La même sagacité qui s'était assujettie les mouvements des corps célestes s'est portée sur les corps qui nous environnent. En appliquant la géométrie à l'étude de ces corps ou en essayant de l'y appliquer, on a su apercevoir et fixer les avantages et les abus de cet emploi, c'est-à-dire de cette méthode. En un mot, depuis la Terre jusqu'à Saturne, depuis l'histoire des cieux jusqu'à celle des insectes, la physique a changé de face. Avec elle, presque toutes les autres sciences ont pris une nouvelle forme. Alors, ce qu'on constate d'abord en lisant ce texte, c'est qu'au XVIIIe siècle, la philosophie n'est pas encore séparée des sciences dites exactes. La philosophie, au sens large, donc, englobe notamment les mathématiques, qu'on appelle alors la géométrie, la physique, l'astronomie et même la biologie naissante. Il est significatif que d'Alembert place les mathématiques au premier plan. L'ultime critère de vérité scientifique n'est plus la révélation, ce sont les mathématiques. C'est là l'héritage principal de Descartes et de Galilée qui ont révolutionné la science moderne en la soumettant à la mesure et au calcul. Voici comment s'exprimait Galilée. La philosophie, écrit Galilée, est écrite dans cet immense livre qui continuellement reste ouvert devant les yeux, ce livre qui est l'univers, mais on ne peut le comprendre si, d'abord, on ne s'exerce pas à en connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit dans une langue mathématique, et les caractères en sont les triangles, les cercles et d'autres figures géométriques sans lesquelles il est impossible humainement d'en saisir le moindre mot. Sans ces moyens, on risque de s'égarer dans un labyrinthe obscur. Donc Galilée compare ici la nature à un livre que la science a pour but de déchiffrer. Et l'alphabet qui permet de lire cet ouvrage, d'arracher à l'univers ses secrets, l'alphabet dans lequel est écrit ce livre, le livre de la nature, ce sont les mathématiques. Donc faire de la physique, comprendre et expliquer la nature, c'est d'abord calculer, faire des mathématiques. Donc à côté de la vérité de la révélation, les philosophes modernes prônent l'existence d'une vérité physique indépendante. Et cette vérité ne repose plus sur le témoignage de l'écriture ou de la tradition. Cette vérité est en tout instant présente sous nos yeux. Bon, avec tout cela, ces nouveaux philosophes n'étaient point antichrétiens ou irreligieux. Il va de soi que les Écritures ne sauraient mentir ou nous tromper, mais leur rôle ne consiste pas à nous informer sur le mouvement des astres. Le Saint-Esprit, disait Galilée, nous montre comment on va au ciel, mais non comment va le ciel. Galilée, mais aussi Descartes et plus tard Newton,
ont inauguré au XVIIe siècle une révolution dans la philosophie et les sciences qui n'a pas son pareil au siècle des Lumières. L'originalité de ce siècle est donc ailleurs, et d'Alembert la définit de la manière suivante. L'invention et l'usage d'une nouvelle méthode de philosopher, l'espèce d'enthousiasme qui accompagne les découvertes, une certaine élévation d'idées que produit en nous le spectacle de l'univers, toutes ces causes ont dû exciter dans les esprits une fermentation vive. Cette fermentation, agissant en tous sens par sa nature, s'est portée avec une espèce de violence sur tout ce qui s'est offert à elle, comme un fleuve qui a brisé ses digues. Ainsi, depuis les principes des sciences profanes jusqu'au fondement de la révélation, depuis la métaphysique jusqu'aux matières du goût, depuis la musique jusqu'à la morale, depuis les disputes scolastiques des théologiens jusqu'aux objets du commerce, depuis les droits des princes jusqu'à ceux des peuples, depuis la loi naturelle jusqu'aux lois arbitraires des nations, en un mot, depuis les questions qui nous touchent davantage jusqu'à celles qui nous intéressent le plus faiblement, tout a été discuté, analysé, agité du moins. Une nouvelle lumière sur quelques objets, une nouvelle obscurité sur plusieurs, a été le fruit ou la suite de cette effervescence générale des esprits, comme l'effet du flux et reflux de l'océan et d'apporter sur le rivage quelques matières et d'en éloigner les autres. Donc ce qui ressort clairement de ce passage, c'est que le XVIIIe siècle est avant tout le siècle de la critique. Bon, le mot critique n'est pas prononcé, mais l'idée y est omniprésente. Critiquer, au sens étymologique du mot, ne signifie pas désapprouver, mais discerner. Discerner, c'est-à-dire faire le tri. Discerner le vrai du faux, le juste de l'injuste, le vraisemblable du douteux, etc. Au siècle précédent, au XVIIe siècle, les grands philosophes construisaient des systèmes philosophiques cohérents, bâtis sur des principes évidents, des vérités indiscutables. Les grands systèmes de Leibniz, Spinoza, etc., Descartes. Mais au XVIIIe siècle, connaître, c'est d'abord se libérer de ce qui empêche de connaître, à savoir les préjugés, les certitudes traditionnelles. Critiquer, donc, au XVIIIe siècle, c'est discuter et analyser la tradition. C'est, dit d'Alembert, agiter, dans le sens de mettre en doute, agiter les vérités les plus sacrées. L'esprit critique, cette effervescence générale des esprits, comme dit d'Alembert, qui ne s'arrête devant rien, ni devant la révélation, ni devant les droits des princes. Donc l'esprit critique est le premier signe distinctif du siècle des Lumières. Le deuxième signe distinctif, c'est l'absence de certitude définitive, en tout cas chez les meilleurs penseurs, ce qui est le contraire de l'esprit dogmatique. Et j'en veux pour témoin le terme même de lumière. Qu'est-ce qu'on observe? Premièrement, ça n'est pas un mot en isme. Vous avez le cartésianisme, le spinozisme, le rationalisme, le romantisme, le matérialisme, le socialisme, le fascisme, le surréalisme, que sais-je, mais il y a les Lumières. Cela signifie que les Lumières ne constituent pas une école avec un fondateur. Il n'y a pas non plus de corpus de doctrine bien défini, de manifeste. Certes, on parle souvent du siècle de Voltaire, mais Voltaire n'était pas le chef de file des Lumières.
D'ailleurs, si Voltaire était mort, il aurait pu mourir à son retour d'Allemagne dans les années 50. Si Voltaire était mort au milieu des années 50 du XVIIIe siècle, au moment où D'Alembert rédigeait les premières lignes du livre que je viens de citer, Voltaire n'aurait pas encore écrit Candide et Jean Calas n'aurait jamais été réhabilité. Avant les années 1760 et sa campagne contre ce qu'il appelait l'infâme, c'est-à-dire l'Église catholique, non pas la religion, mais l'Église, l'institution. Donc avant sa campagne contre l'infâme et en faveur de la tolérance religieuse, Voltaire, avant 1760, n'avait pas encore déchaîné les passions. Les Lumières ont certes été portées par Voltaire, mais ils n'avaient pas besoin de Voltaire pour exister. Alors, ma deuxième observation prolonge ce que je viens de dire. Le mot lumière est au pluriel, les lumières, parce que les lumières sont plurielles. On peut exiger de moi que je cherche la vérité, écrit Diderot au début de sa carrière, non que je la trouve. Chercher la vérité, oui, la trouver, peut-être. Donc, à l'image de l'humanisme de la Renaissance, les Lumières sont un moment essentiel d'émancipation pour la pensée moderne. Les Lumières marquent l'abandon définitif de la référence au dogme et plus généralement à tout argument d'autorité. Aucun domaine, a priori, ne doit être exclu du champ d'investigation de la raison humaine. Depuis le Moyen-Âge, toute une tradition associait la métaphore de la lumière, au singulier, c'est la lumière du soleil, à l'entendement omniscient de Dieu. J'ai là une citation de Thomas d'Aquin. Donc Thomas d'Aquin écrit « La situation de toute créature à l'égard de Dieu est celle même de l'air en face du soleil qui l'éclaire. Le soleil, par sa propre nature, est étincelant de lumière. L'air devient lumineux en participant de la lumière du soleil, sans pour autant participer de sa nature. » Donc vous avez là la métaphore de la lumière. La lumière, c'est bien sûr la lumière divine. Donc le XVIIe siècle a institué avec Descartes, Spinoza et les autres philosophes rationalistes le triomphe de la lumière naturelle, non plus divine mais naturelle. C'est la lumière de la raison sur la lumière divine. Au début du XVIIIe siècle, l'empirisme, la philosophie de l'empirisme précise les possibilités et surtout les limites de la connaissance rationnelle. Donc les Lumières admettent que le champ d'application de la raison est limité. Loin de faire aveuglément confiance au pouvoir illimité de la raison, on s'interroge, au XVIIIe siècle, on s'interroge plutôt sur ce que l'esprit peut connaître et ce qu'il ne connaîtra sans doute jamais. Donc, contrairement à la philosophie du XVIIe siècle, où on fait une confiance illimitée au pouvoir de la raison, eh bien, au XVIIIe siècle, ce n'est pas du tout ça. La raison est un instrument, mais la raison ne saurait tout connaître. Et l'homme est déjà heureux quand il sait tout ce qu'il ne pourra jamais connaître. Ça fait partie donc des connaissances qui sont à la portée de l'homme. Donc certains domaines restent inconnaissables. D'une façon générale, il s'agit de ceux qui, au-delà de toute expérience, relèvent de la métaphysique. De plus, dit-on, dès le XVIIIe siècle, c'est une idée très moderne, l'homme ne connaît pas le monde tel qu'il est et les phénomènes tels qu'ils sont.
L'homme connaît le monde et le phénomène naturel tel qu'il se présente à lui, tel qu'il lui apparaissent, ce qui n'est pas exactement la même chose. Bon. Donc on établit quand même des certitudes, hein. Tout n'est pas dans le flou. Au XVIIIe siècle, bien sûr, on parle de vérité et de certitude, mais elles n'ont pas le même statut. Toute ambition d'un savoir de nature métaphysique paraît désormais illusoire. Alors la grandeur des Lumières, la grandeur des Lumières consiste, à mon avis, précisément en ce qu'elle croit que la raison ne peut pas prétendre à un savoir absolu. Les Lumières sont plurielles, je l'ai dit, en ce qu'elles se satisfont de certitudes relatives. Elles acceptent de ne pas tout comprendre et surtout de ne pas comprendre les principes ultimes. Il s'ensuit que les philosophes de Lumière ne veulent pas délivrer un message en forme de dogme. Ils veulent inciter les hommes à penser par eux-mêmes, à tirer eux-mêmes les conclusions qui s'imposent à eux. Non pas délivrer un message, voilà ce qu'il faut croire, mais inciter les hommes à penser par eux-mêmes. On est allé. Voilà. Donc, une citation de Voltaire tirée du Dictionnaire philosophique portatif de la préface. Voltaire écrit « Les livres les plus utiles sont ceux dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié. Ils étendent les pensées dont on leur présente le germe, ils corrigent ce qui leur semble défectueux et fortifient par leur réflexion ce qui leur paraît faible. » Je trouve que c'est une très belle introduction à un livre de philosophie. De manière générale, donc, les hommes, les lecteurs, font eux-mêmes la moitié du livre en l'ingérant en quelque sorte. Un livre utile, en tout cas, n'est pas un catéchisme. Donc c'est ce passage qui résume en quelques lignes le caractère pluriel des Lumières ainsi que de leur littérature, en tout cas de la littérature d'idées, comme on appelle cette littérature spécifique du XVIIIe siècle, cette littérature philosophique, littérature d'idées, c'est de la littérature, donc des romans, des contes, du théâtre, de la poésie, mais qui n'ont pas de message à délivrer, qui présentent des idées dont les lecteurs doivent faire leur miel. Il est hautement significatif aussi dans ce contexte que le premier grand texte de la littérature d'idées des Lumières soit les Lettres persanes du jeune Montesquieu, publiées en 1721. Donc voilà, vous avez tous reconnu ici une phrase emblématique des Lettres persanes. Comment peut-on être persan? Donc vous avez dans ces Lettres persanes, vous connaissez sans doute l'intrigue, ce sont deux Persans qui arrivent en Occident, d'abord en Italie, et puis ils s'installent pour plusieurs années à Paris. Et ils sont évidemment très étonnés de ce qu'ils voient, de ce qu'ils découvrent en France, à Paris. Mais les Français aussi, bien sûr, quand ils voient apparaître ces deux Persans habillés comme ce Persan que vous voyez ici, ils devaient faire sensation quand ils se promenaient comme ça dans la rue. Et un Français, donc, un jour s'est adressé à Usbek, qui lui-même le raconte, en disant « Mais monsieur, comment peut-on être persan ?» Mais bien sûr, il faut retourner la question aux Français. En tout cas, Montesquieu, tout au long de son livre, retourne cette question aux Français. Comment peut-on être français? Comment peut-on penser et faire ceci et cela? Comment peut-on être anglais, catholique, protestant, mahométan, et ainsi de suite? Remplissez les cases vides. Donc, les usages, les coutumes, les traditions, les croyances que nous considérons comme parfaitement normaux, eh bien, apparaissent
bizarres, parfois même absurdes, aux étrangers. Est-ce que leur fondement est si solide que ça? Donc, en lisant les lettres persanes, nous découvrons que les autres civilisations et les autres croyances sont elles aussi parfaitement légitimes, au même degré que les nôtres. Donc, à partir des lettres persanes, enfin, je me corrige, Montesquieu n'a pas inventé l'étranger qui observe le mœurs occidental, mais c'est surtout à partir des lettres persanes que la civilisation occidentale se voit de loin, comme si elle était devenue un peu étrangère à elle-même. Tout ce que nous respections, tout ce qui réclamait notre foi, devient tout à coup l'objet d'une connaissance détachée, d'une connaissance désormais libre. Le préjugé qui nous a servicé à dévoiler sa vraie nature, le préjugé auquel nous sacrifions est tout simplement imaginaire, c'est-à-dire nul aux yeux de la raison. La civilisation occidentale ne peut plus vivre tranquillement sa certitude traditionnelle depuis qu'elle sait que la certitude des autres n'est ni mieux ni plus mal fondée que la sienne. Vérité dont l'une des premières conséquences est d'inviter à la tolérance. Puisque chacun croit avoir raison, il faut au moins se tolérer mutuellement. Il n'y a pas une civilisation, une vérité, des coutumes, des croyances supérieures aux autres. Mais il y a encore une autre conséquence, plus importante encore. Mise en contact les unes des autres, les certitudes contradictoires s'annulent algébriquement. Elles sont les unes et les autres vaincues dans le combat qui les oppose. Autrement dit, elles ont toutes raison, elles ont tort ensemble. Donc le premier acte de l'intelligence et lumière est libérateur. Désormais, l'esprit est pouvoir de contestation. L'esprit est là pour dire non à ce qui est, pour frapper de dérision la croyance qui prétend s'imposer ou subsister par la seule force de l'autorité. Mais cette liberté négatrice, le pouvoir de dire non, tel que le siècle l'exerce, n'est pas illimité. Jusqu'au milieu du siècle, il n'est surtout pas question de changer quoi que ce soit. La négation se contente d'être une négation, disons, spirituelle. C'est parmi les idées, les préjugés qu'elle fait table rase, mais elle n'invite pas à intervenir dans le monde, à renverser par la révolte la royauté et l'Église. Le pouvoir négateur de la raison se limite donc à la sphère du langage, c'est de la littérature. Il faut donc attendre la deuxième génération des philosophes des Lumières. La première génération, il y a surtout deux noms. J'ai cité Montesquieu, Voltaire, et c'est tout. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, jusqu'à l'apparition de l'encyclopédie, un petit peu la veille, avant, quelques années avant, il n'y a que Voltaire et Montesquieu qui comptent parmi les philosophes. Ensuite, à partir du milieu du siècle, il y a une deuxième génération qui est beaucoup plus nombreuse. Diderot, Rousseau, Condillac, Lamétrie, D'Holbach, Helvétius et beaucoup d'autres encore, plus ou moins connus, sans compter la présence de Voltaire, et qui est toujours là, et aussi Montesquieu. Donc c'est à partir de cette deuxième génération qu'on trouve des revendications politiques et sociales qui sont clairement exprimées, notamment dans l'encyclopédie. Donc dans l'espace de quelques années, les attaques contre la religion, l'Église, contre le caractère sacré de la monarchie française se font plus nombreuses, plus insistantes et surtout plus ouvertes aussi. Le pouvoir ne manque pas de s'alarmer de ce climat nouveau
et il finira par sévir, alors qu'auparavant, jusqu'au milieu du siècle, le pouvoir politique était surtout occupé par la querelle entre les jansénistes et les jésuites. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, les Lumières n'avaient pas réellement d'existence. Ce qui déchaînait les passions, c'était la querelle entre les jansénistes et les jésuites. Donc l'encyclopédie est le grand monument intellectuel du siècle des Lumières. Contrairement aux encyclopédies contemporaines, pour ne pas citer Wikipédia, qui, malgré leur grand volume, ne proposent qu'une accumulation de connaissances parcellaires, sans liaison entre elles, eh bien, l'encyclopédie du siècle des Lumières veut montrer la liaison entre les différents savoirs, leurs sources communes, l'ordre sous-jacent du monde dont l'encyclopédie serait plus ou moins l'image fidèle. Donc le monde apparaît ordonné, tout est lié, les savoirs, les connaissances sont liés entre elles et l'encyclopédie est là pour montrer, pour refléter cet ordre rationnel du monde. Mais cet ordre-là, où le trouver ? Où trouver cet ordre? Alors pour le contemporain de Diderot et d'Alembert, aucun doute, c'est dans l'esprit, si on peut dire, dans l'entendement de Dieu. C'est Dieu qui est le garant de la logique de l'ordre du monde. Et la science suprême, au XVIIIe siècle encore, par voie de conséquence, est la théologie. La théologie. Or, les encyclopédistes ne l'entendent pas de cette oreille. Ce n'est pas par rapport à Dieu, mais par rapport à l'homme, par rapport à la structure de l'esprit humain, qu'on doit bâtir un système encyclopédique des connaissances humaines. Comme l'écrit Diderot, sans la présence de l'homme, l'univers n'a plus aucun intérêt. Voilà, donc je cite l'article encyclopédie de l'encyclopédie. Il y a donc dans l'encyclopédie un article encyclopédie. Une considération surtout qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que si l'on bannit l'homme ou l'être pensant et contemplateur de dessus la surface de la terre, ce spectacle pathétique et sublime de la nature n'est plus qu'une scène triste et muette. L'univers se tait, le silence et la nuit s'en emparent. Tout se change en une vaste solitude où les phénomènes inobservés se passent d'une manière obscure et sourde. C'est la présence de l'homme qui rend l'existence des êtres intéressante. Pourquoi n'introduirons-nous pas l'homme dans notre ouvrage comme il est placé dans l'univers? Pourquoi n'en ferons-nous pas un centre commun? L'homme est le terme unique d'où il faut partir et auquel il faut tout ramener si l'on veut plaire, intéresser, toucher, jusque dans les considérations les plus arides et les détails les plus secs. Abstraction faite de mon existence et du bonheur de mes semblables, que m'importe le reste de la nature. Vous voyez, il n'est pas du tout question de Dieu ici. Alors, il faut comparer aussi cette profession de foi de Diderot au désespoir de Pascal, au siècle précédent. Pascal, pour qui les infinités de la nature, l'infiniment grand, l'infiniment petit, les deux infinis, comme il dit, ne permettent pas à l'homme de trouver sa place, ni dans l'espace, ni dans le temps. Voici donc deux citations de Pascal. Qu'est-ce que l'homme dans la nature? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout, infiniment éloigné de comprendre les extrêmes. La fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable. Donc Pascal est dominé par la pensée que la vie est absurde, que rien n'est rationnel dans le monde moral
et que le monde physique reste un mystère impénétrable. Perdu au milieu perdu au milieu de l'espace infini, l'homme, selon Pascal, vit comme dans un cachot. Et dans un cachot où ses heures sont comptées, c'est ce qu'il dit dans la suite, qu'on s'imagine un nombre d'hommes dans les chaînes et tous condamnés à la mort, dont les uns étant chaque jour égorgés à la vue des autres. Ceux qui restent voient leur propre condition dans celle de leurs semblables, et se regardant les uns et les autres avec douleur et sans espérance, attendent à leur tour. C'est l'image de la condition des hommes. Donc au milieu du XVIIe siècle, l'homme pascalien ressent une angoisse terrible devant l'espace qui offre le spectacle vertigineux de son immensité et de son vide. Eh bien, un siècle plus tard, les philosophes des Lumières tentent de comprendre le monde par la raison et la science. Toutes ces recherches, toutes ces interrogations ont pour but d'organiser ici-bas le bonheur. Le mot apparaît chez Diderot. L'important, c'est le bonheur. Une science du bonheur s'avère possible si l'homme connaît et accepte sa véritable nature, qui n'est plus écartelée entre l'ange et la bête, le ciel et la terre, la nature humaine qui n'est pas viciée, contrairement à ce que prêchait Pascal, qui n'est pas viciée par le péché originel. Le péché originel est un dogme fondamental de la religion chrétienne qui pèse encore jusqu'au XVIIIe siècle au moins sur les hommes. Donc il ne faut pas mépriser l'ici-bas. Il ne faut pas raisonner sur nos fins dernières. Il faut tout d'abord s'efforcer de bien vivre en faisant son bonheur et en faisant le bonheur des autres. Voilà ce que Diderot dira à Catherine II de Russie. Diderot a fait le voyage de Moscou, le voyage à Pétersbourg plutôt, au XVIIIe siècle pour remercier Catherine II. Et voici donc ce qu'il lui dit. Il n'y a qu'un devoir, c'est d'être heureux. Puisque ma pente naturelle, invincible, inaliénable est d'être heureux, c'est la source unique de mes vrais devoirs et la seule base de toute bonne législation. La seule base de toute législation, de la morale, c'est le bonheur, mon bonheur et le bonheur d'autrui. La loi qui prescrit à l'homme une chose contraire à son bonheur est une fausse loi, et il est impossible qu'elle dure. Aucune idée ne nous affecte plus fortement que celle de notre bonheur. Je désirais donc que la notion de bonheur fut la base fondamentale du catéchisme civil, c'est-à-dire inscrite dans la Constitution, comme on dirait aujourd'hui. Que fait le prêtre dans sa leçon ? Il rapporte tout au bonheur à venir. Que doit faire le souverain dans la sienne ? Tout rapporter au bonheur présent. Donc ce siècle de la raison critique, non pas de la raison toute puissante, mais de la raison critique, ce siècle est aussi celui du bonheur, que Saint-Just appellera, au moment de la Révolution, une idée neuve en Europe. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, bien sûr, depuis l'Antiquité au moins, les hommes ont réfléchi et écrit sur le bonheur. Mais en Europe, le bonheur ici-bas et non pas dans l'au-delà, est encore une idée neuve. Il fallait avoir le courage de réclamer le bonheur ici-bas, le bonheur sous toutes ses formes. Donc, la satisfaction des désirs, des besoins physiques. Donc le mal ne découle pas de la nature humaine. Le mal ici-bas n'est pas une conséquence, comme le veut
la religion chrétienne, du péché originel. Le mal vient de la dépravation des institutions, grosso modo de la politique, de la société. Voici ce qu'un autre philosophe, ami de Diderot, d'Holbach, écrit dans un ouvrage devenu célèbre, Le système de la nature. On nous dit que des sauvages, pour aplatir la tête de leurs enfants, la serrent entre deux planches et l'empêchent par là de prendre la forme que la nature lui destinait. Il en est à peu près de même de toutes nos institutions. Elles conspirent communément à contrarier la nature, à gêner, détourner, amortir les impulsions qu'elle nous donne, à leur en substituer d'autres qui sont les sources de nos malheurs. Dans presque tous les pays de la terre, les peuples sont privés de la vérité, sont repus de mensonges ou de merveilleuses chimères. Donc l'homme apparaît ici assujetti à des forces politiques et religieuses qui n'ont aucun intérêt à ce qu'il s'émancipe de leur tutelle. On comprend pourquoi les Lumières sont moins une philosophie bien définie qu'une émancipation de l'esprit, la décision de tout soumettre au libre examen de la raison. Et j'en arrive enfin au célèbre texte du philosophe allemand Immanuel Kant, qui va me servir de conclusion à notre tour d'horizon. En décembre 1784, donc vers la fin du siècle des Lumières, quelques années avant la Révolution, Kant écrit dans sa brochure intitulée « Réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» Voilà donc le début de cette brochure qui n'est pas très longue. Qu'est-ce que les Lumières ? La sortie de l'homme de sa minorité qui n'est imputable qu'à lui. Des phrases très célèbres. Minorité, c'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la tutelle de l'autre. Minorité dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision et de courage de s'en servir sans la direction d'autrui. Sapere aude, c'est-à-dire aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Donc les Lumières sont pour Kant la libération de l'homme d'un état de dépendance, voire d'asservissement intellectuel dont il porte lui-même, l'homme, la responsabilité. Ce sont la paresse et la lâcheté qui mettent des hommes intellectuellement majeurs, bien sûr, sous la direction de tuteurs qui se sont eux-mêmes institués tels. C'est si commode d'être mineur, de ne pas avoir de responsabilité. C'est très commode, je crois que chacun l'a déjà expérimenté. Un livre possède l'intelligence à ma place, un directeur spirituel, un professeur, un savant, voire un journaliste ou un influenceur ont des connaissances que je n'ai pas. Ainsi, pourvu que je crois, pourvu que je paie, je n'aurai plus aucun effort intellectuel à accomplir. Et les tuteurs en question veillent à ce que la plus grande partie de l'humanité considère son émancipation non seulement comme incommode, mais aussi comme dangereuse. Donc cet état de minorité intellectuelle où l'homme préfère que d'autres réfléchissent à sa place, cet état de minorité n'est imputable qu'à l'homme lui-même. Autrement dit, il n'est pas naturel. L'homme n'est pas naturellement un être mineur. Ce n'est pas un éternel enfant. Et Descartes l'avait déjà dit. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Vous connaissez la phrase. Ce qui signifie que
Descartes lui-même l'explique, la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux. C'est ça l'esprit critique selon la signification étymologique, comme je l'ai dit tout à l'heure. La faculté de discerner le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égal en tous les hommes, et y compris chez les femmes. Vous riez, vous avez tort de rire, au XVIIe siècle et jusqu'à une époque assez récente, on considérait encore couramment que la femme était intellectuellement inférieure à l'homme. Et d'innombrables ouvrages le prouvaient par A plus B. Descartes est révolutionnaire parce qu'il réclame l'égalité intellectuelle entre les hommes et les femmes, et pendant un certain temps, les rares hommes, comme un certain chevalier Poulain de la Barre au XVIIe siècle, donc des hommes, des intellectuels qui insistaient sur l'égalité intellectuelle entre les hommes et les femmes, c'était tous des cartésiens. La raison est très simple, pour le dire très rapidement. Pour Descartes, il y a deux substances radicalement différentes. D'un côté, c'est le corps, et là, il va de soi que l'homme est plus fort que la femme. Mais de l'autre côté, il y a l'esprit. Et l'esprit est indivisible, il n'y a qu'un esprit, donc chez l'homme comme chez la femme. Et contrairement à ce qu'on disait couramment, donc le corps faible, la constitution très faible de la femme, n'infère pas chez Descartes sur l'esprit. Donc, un siècle après Descartes, un siècle et demi après Descartes, Kant ajoute « l'homme n'ose pas penser par lui-même. Il n'ose pas se débarrasser de sa tutelle et ce manque de courage n'est imputable qu'à lui-même. Tout la devise des Lumières est le courage de te servir de ta raison. Et le courage de t'arracher à l'enfance, à l'obscurantisme, ce qui est l'antonyme exact du mot lumière, et le courage de t'affranchir de toute tutelle. » Pour illustrer cette idée, une citation de Voltaire d'un petit dialogue philosophique. « Il ne tient qu'à vous d'apprendre à penser. » dit un certain Milord Boldmind, pour ceux qui connaissent l'anglais. Boldmind signifie bien sûr qui est hardi, dont l'esprit est hardi. Donc ce Lord Boldmind s'adresse à un représentant de l'Inquisition espagnole, Medroso. Il ne tient qu'à vous d'apprendre à penser. Vous êtes né avec de l'esprit. Vous êtes un oiseau dans la cage de l'Inquisition. Le Saint-Office vous a rogné les ailes, mais elles peuvent revenir. Celui qui ne sait pas la géométrie peut l'apprendre. Tout homme peut s'instruire. Il est honteux de mettre son âme entre les mains de ceux à qui vous ne confierez pas votre argent. Osez penser par vous-même. Donc l'homme dispose d'une faculté qui le permet de découvrir lui-même des vérités. Il n'a plus besoin de la lumière divine pour l'éclairer. Les lumières, donc, ne se définissent pas, je le dis, par un dogme ou une doctrine unique, mais par un effort, par un désir de penser librement. L'homme des Lumières réclame l'autonomie intellectuelle, le droit naturel de penser par lui-même, au lieu de se laisser guider les yeux fermés par une autorité. Donc ce qui est universel, c'est la raison. Ce qui est relatif, c'est la tradition, l'autorité. Ou autrement dit, pour être reconnu, l'autorité et la tradition doivent se soumettre à la lumière de la raison.
Donc les Lumières, pour Kant, doivent favoriser ce qu'il appelle la sortie de l'homme de sa minorité intellectuelle. Pour quitter l'état d'être mineur, autrement dit pour s'émanciper des tutelles en tout genre, les hommes, dit Kant, ont besoin de guide, d'un guide. Et ce guide, c'est le philosophe qui est la figure emblématique du XVIIIe siècle. Le philosophe du XVIIIe siècle donc, est un penseur qui fait de la raison seule le guide de toute réflexion et de toute démarche intellectuelle. Dans un célèbre texte écrit au début du XVIIIe siècle et intitulé « Le philosophe » de Dumarsais, on lit, je cite, « Les autres hommes sont emportés par leur passion sans que les actions qu'ils font soient précédées de la réflexion. Ce sont des hommes qui marchent dans les ténèbres, au lieu que le philosophe, dans ses passions mêmes, n'agit qu'après la réflexion. Il marche dans la nuit, mais il est précédé d'un flambeau. » Ainsi, le philosophe est un homme qui réfléchit, qui n'accepte pour vrai que ce dont la vérité a été prouvée par l'observation scientifique des faits ou par un raisonnement logique. Et c'est aussi la raison, faculté de modération, qui le conduit à refuser tout dogmatisme parce qu'il pense que rien n'est plus dangereux que la certitude d'avoir raison. Rien n'est plus dangereux que la certitude d'avoir raison. Donc, en ce sens, le philosophe du XVIIIe siècle apparaît comme l'exemple même de l'écrivain engagé. C'est une expression qui est née seulement au XXe siècle. Les écrivains engagés qui réclamaient qui se situaient dans la tradition de Voltaire et de Zola notamment. Au XVIIIe siècle, le philosophe, l'écrivain engagé, était censuré, emprisonné, exilé. Donc il n'avait pas toujours la vie facile. Au XXe siècle, l'écrivain engagé a gagné le combat contre ses ennemis parce que, comme le disait De Gaulle à propos de Sartre, on ne met pas Voltaire en prison. Alors, après ce tour d'horizon forcément incomplet et partiel, voire partial, des Lumières que je viens de vous proposer, j'espère avoir montré que les Lumières sont toujours d'actualité, parce que le fanatisme et l'obscurantisme n'ont pas encore disparu de notre globe. Ici, on emprisonne les femmes, là, on proclame une nouvelle croisade contre le croisade du bien contre le mal. Et à chaque fois, on se réclame de Dieu, on humilie au nom de Dieu, on persécute au nom de Dieu, on assassine au nom de Dieu. Le fanatisme religieux est peut-être le fléau, le principal fléau de l'humanité, non seulement parce qu'il a mis la terre à feu et à sang, mais parce que les arguments du sens commun sont sans effet devant le fanatique. Il a hélas encore de beaux jours devant lui, car, pour parler comme Voltaire, lorsqu'une fois le fanatisme a gangrené un cerveau, la maladie est presque incurable. Donc c'est Voltaire qui l'affirme dans l'article fanatisme du dictionnaire philosophique dont nous avons lu tout à l'heure un passage de l'introduction dans le dictionnaire philosophique et l'article fanatisme. Et c'est dans cet article qu'il pose cette question à laquelle nous n'avons toujours pas trouvé de réponse. Que répondre, dit Voltaire, que répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et qui, en conséquence, est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant? Ceux qui connaissent bien la Bible parmi vous savent que la première partie de la phrase provient du Nouveau Testament.
Donc, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais bon, la phrase telle qu'elle est écrite, bien sûr, a valeur générale. Donc, malheureusement, je crois qu'il n'y a rien à répondre à cet homme qui croit que la vérité est une, qu'il est en possession de cette vérité et qu'il peut gagner son salut en éradiquant l'erreur. Certes, l'infâme combattu par Voltaire a quitté nos terres après 1789, mais pour réapparaître immédiatement après, 2 siècles plus tard, ou sous d'autres identités aux 4 coins du monde. Nous sommes toujours aussi démunis devant le fanatique de tout poil, devant la renaissance des intégrismes, l'explosion de la violence provoquée par quelques malheureuses caricatures pour prouver, comme dirait Voltaire, que la religion du prophète est incompatible avec le terrorisme. Donc s'il y a un remède à cette fureur infernale, c'est l'esprit des Lumières, c'est-à-dire le contraire du dogmatisme et de l'intolérance. Je vous remercie.